Il criait si fort que les vitres de la chapelle royale à Varsovie volèrent en éclats. Derrière les murs de la salle de marbre se tenaient 3 gardes du corps, chacun d'entre eux contraint de se boucher les oreilles avec ses gants en cuir pour ne pas perdre la raison. Selon le témoignage du valet de chambre Elżbieta Benke, le roi hurlait comme si on lui arrachait la peau, puis la recousait, puis l'arrachait à nouveau, encore et encore. Mais à ce moment-là, on ne faisait que le préparer pour une autopsie purificatrice. Ce n'était que le premier jour. Le roi Vladislav III, surnommé le Triste par le peuple, a commencé l'hiver un matin avec des vomissements abondants et des taches rougeâtres sur le ventre. Craignant un attentat, le médecin de la cour, Clemens de Cracovie, a immédiatement fait fermer les appartements et n'a autorisé l'entrée qu'aux personnes de confiance. On donna au roi du vin chaud avec de l'opium, une pommade à base d'arsenic pour lui frotter le front, et on procéda à une première saignée. Plus d'un demi-litre de sang épais, presque noir, sentant le saindoux rance, s'écoula d'une veine située à l'intérieur du coude. Le 5e jour, les reins de Vladislav ont commencé à défaillir. Il urinait du sang noir, son ventre était gonflé et dur comme du bois. Son pouls battait si fort dans son cou qu'il fallait appuyer sur la veine avec une cuillère. Les médecins ont rendu leur verdict: décomposition interne due à un mauvais jus. Le jus de Lucifer, écrivait le prêtre Stanislas dans un rapport envoyé à Wawel. Il y ajoutait: ses yeux sont jaunes comme ceux d'un mort et ses pupilles sont exorbitées, comme si quelqu'un les poursuivait. Les rumeurs de malédiction ou de sortilège se répandirent instantanément. On racontait qu'avant la maladie du roi, quelqu'un avait glissé dans les cuisines royales un sac contenant des crapauds séchés et une dent humaine. La femme de ménage fut retrouvée morte, étouffée par sa propre langue. Les chapelains fermèrent l'accès aux locaux de l'église. Une banderole noire avec une croix fut accrochée à la tour, et les moines furent contraints de prier 18 heures par jour. Pendant ce temps, dans les caves du château, les partisans du jeune héritier, Casimir, et les anciens magnates s'affrontaient. Les uns exigeaient l'abdication immédiate de Vladislav. Les autres affirmaient que la mort du monarque saperait la légitimité de la couronne polonaise. Des ambassadeurs du Saint-Empire romain germanique et un messager lituanien arrivèrent secrètement, chacun avec ses propres instructions. Le 7e jour, le plus important se produisit. Le roi, souffrant de spasmes intestinaux, se mit à crier si fort que du sang coula de ses oreilles. Son ventre devint bleu-violet, froid et gonflé. Une odeur nauséabonde s'en échappa, qui fit perdre connaissance à 2 serviteurs. Un médecin itinérant arriva de Ploka, non pas sur ordre, mais guidé par un signe du ciel, comme il le dit lui-même. On le laissa entrer, non par désespoir, mais par peur. Cet homme, aux cheveux blancs et aux doigts tremblants, donna l'ordre d'ouvrir le ventre du roi vivant afin de laisser sortir l'air putride. Le garde Faleski témoigne: le roi hurla comme un cochon à l'abattoir. Il se débattait sur son lit, tandis que l'homme fouillait en lui comme dans une citrouille pourrie. Sans anesthésie, sans attache, pleinement conscient. Son ventre fut ouvert sur une longueur d'un coude. La vapeur s'échappa avec un bruit comme si quelqu'un avait pété depuis les profondeurs de l'enfer. À l'intérieur, les intestins pulsaient, noircis, recouverts de mucus. Un morceau d'intestin tomba sur le sol et bougeait encore. Le roi fut réanimé pendant 3 heures.
Ses yeux se retournèrent, sa bouche resta ouverte et il respirait comme un poisson. On le transporta ensuite dans une petite pièce, laissant sur le lit des taches que même l'eau bénite ne parvint pas à effacer. Ce soir-là, dans les couloirs du château de Varsovie, plus personne ne parlait à voix haute. Les courtisans rédigeaient leur testament. Au-dessus du lit de Vladislav, on suspendit une crucifixion trouvée dans la tombe d'un nourrisson. On considérait qu'elle prenait sur elle les souffrances. Mais Vladislav était encore en vie, et il lui restait encore 2 jours à vivre. Très bien. Je passe à la deuxième partie de l'essai, 3 jours en enfer. Comment le roi de Pologne a crié pendant qu'on lui arrachait les entrailles. Je continue sans coupure. Il se mit à crier la 3e nuit. Pas de douleur, mais de peur. La douleur s'était déjà fondue dans son corps et avait cessé d'être un événement. Elle était devenue l'atmosphère dans laquelle il vivait. L'intérieur fétide, brûlant et fiévreux du vieux château, où les murs suintaient d'humidité et où les bougies fumaient comme si elles avaient peur de s'éteindre. Les portes n'étaient pas verrouillées, elles étaient gardées. Sur ordre du chancelier, il était interdit de s'approcher du roi sans autorisation. Même le confesseur était contrôlé pour vérifier qu'il n'avait pas de pouls. Et le médecin était gardé sous bonne garde après chaque visite, au cas où quelque chose arriverait. Des ulcères éclataient sous le ventre de Sigismond. Son corps exsudait un liquide chaud et nauséabond, semblable à un bouillon de chair en décomposition. Le pus se coulait sur ses flancs, comme chez un porc égorgé. On savait qu'il y a 2 semaines encore, il pouvait parler et donner des ordres. À présent, il était simplement allongé et n'ouvrait la bouche que pour gémir ou essayer d'expulser l'air de ses poumons, comme s'il priait. Mais il ne priait pas. Il avait peur, une peur immense. Diverses rumeurs circulaient, que le roi avait été empoisonné avec une liqueur monastique, que ses entrailles avaient été rongées par des rats envoyés par une sorcière, que c'était le prix à payer pour les dizaines de Vaudois exécutés, dont la chair pourrissait maintenant à l'intérieur de lui. L'un des serviteurs affirma plus tard sous serment qu'une nuit, il avait vu une ombre flotter dans la chambre et murmurer en latin. Il ne connaissait pas le latin, mais il savait qu'il avait entendu une malédiction. La température de la peau avait une teinte grise. Les lèvres étaient décolorées. À la palpation, on constatait une atonie abdominale totale, avec de rares contractions accompagnées d'écoulements nauséabonds de matière noire, selon les notes du médecin royal conservées dans les archives de Lublin. Les traitements prescrits au château étaient typiques de l'époque. D'abord, une saignée jusqu'à 1,5 pinte par séance. Ensuite, des compresses chaudes imbibées de vinaigre et de millepertuis. Lorsque cela ne fonctionnait pas, on passait à des onguents à base de mercure et de bile de taureau. On lui donnait de l'opium la nuit, mais celui-ci cessa bientôt d'agir. Sigismond se mit à délirer, à voir des moines sans visage, à entendre les voix de ses frères morts et les ordres d'hérétiques exécutés depuis longtemps. « Seigneur, laisse-moi mourir en criant plutôt que dans le silence, » dit-il un jour, la main sur son ventre gonflé, d'où émanait déjà une odeur de pourriture. Pendant ce temps, l'agitation régnait dans le palais. Le grand maréchal renforça la garde de l'aile est. Les ambassadeurs réformés partirent la nuit même, dès qu'on eut appelé des sages-femmes pour vérifier l'odeur des cadavres. La fille aînée du roi, Casimira, supplia qu'on la laisse voir son père,
mais on lui refusa. L'évêque envoyé de Gniezno arriva tard dans la soirée, mais ne fut admis qu'après avoir obtenu l'autorisation personnelle du chancelier. Le chaos politique s'intensifiait à mesure que l'odeur se propageait. La peste, murmuraient les gens dans les couloirs. Non, ce n'est pas la peste, disait le cuisinier. Si c'était la peste, nous serions déjà tous couverts de cloques. Alors peut-être du poison, mais par qui? Dans la nuit, juste avant le dénouement, une servante, n'en pouvant plus, s'enfuit en criant que le roi pourrissait vivant et qu'on le nourrissait de miel. On ne la retrouva jamais. D'autres dirent avoir vu des gardes l'emmener dans une vieille cave. Une terreur mortelle s'est répandue dans le palais comme de la moisissure. A noter dans son journal le secrétaire personnel de l'évêque. Quand il a commencé à perdre connaissance plusieurs fois par jour, personne ne s'approchait même de son corps. On ne le retournait pas, on ne le lavait pas, on ne lui enlevait pas ses bandages sales. On espérait que tout s'arrangerait rapidement. Mais il ne mourait pas. Il ne faisait que crier. Chaque fois que l'obscurité se dissipait, il revenait avec un nouveau cri. Ce n'était pas des mots, c'était un son, comme si quelqu'un coupait en deux un taureau vivant. La troisième nuit, ce cri retentit à nouveau. Tout flottait autour de lui. Lui, le roi Sigismond, qui portait une chaîne en or avec 7 sceaux, s'éteignait comme un chiffon pourri. Et c'était là le cauchemar. La mort ne venait pas, elle tardait, et avec elle, ceux qui aspiraient à sa fin. À ce moment-là, le monde était suspendu entre la chute et le jugement. C'est à ce moment précis que commence la véritable agonie du pouvoir. Il ne respirait plus, mais il était vivant. Ses yeux étaient troubles comme ceux d'un cadavre, mais il bougeait parfois brusquement, comme s'il suivait quelqu'un dans un coin. Sa bouche était ouverte, sa langue pendait, rongée, desséchée, noircie. Le roi lui-même l'avait mordu dans un accès de rage survenu le matin du 6e jour. Avant cela, il ne faisait que gémir. Maintenant, il ne pouvait plus. On trouva sa langue sur le sol. Un morceau de chair sur lequel on pouvait voir des traces de dents, dont l'une était tombée et s'était enfoncée dans les tissus mous. Personne n'osa la retirer immédiatement. Au bout d'une demi-heure, elle commença à sentir mauvais. Le jour du silence est arrivé, écrivit plus tard la servante Agnieszka dans ses aveux. Le roi n'appelait plus, ne demandait plus, ne donnait plus d'ordre. Il se contentait de regarder. Ses yeux étaient ronds et jaunes comme des œufs pourris. Il n'y avait plus d'homme en eux. Les appartements furent partiellement scellés. L'accès fut restreint non seulement par crainte de la contagion, mais aussi à cause d'un éventuel empoisonnement. Pendant ce temps, le corps continuait à sécréter du liquide. Les bandages étaient rarement changés, car c'était trop dangereux. Une épaisse bouillie noire s'accumulait sous le lit. Les serviteurs glissaient des bols dans lesquels s'écoulait le pus, le sang et le contenu des intestins. Parfois, tout cela s'écoulait dans un craquement, comme si des vaisseaux se rompaient à l'intérieur. Personne ne prenait son pouls, cela semblait superflu. Son existence se mesurait à l'agitation de ses doigts et à un râle putride provenant de sa poitrine. Un des médecins tenta de lui administrer une décoction à base de fenouil et de peau de mouton, censée apaiser la tempête intérieure. Lorsqu'on lui administra le liquide, celui-ci ressortit par le nez. On décida alors de lui faire boire un mélange de miel bouilli et de sang d'agneau. Il s'agissait d'un ancien rituel destiné à chasser les démons du corps mourant. Mais même après cela,
Sa respiration devint plus rare. Pendant ce temps, derrière les murs, la dispute faisait rage. Le prince Vladislav exigeait d'être immédiatement reconnu comme héritier, sous peine de voir les troupes entrer dans Cracovie. Le cardinal Gérard s'y opposait, affirmant qu'une reconnaissance prématurée saperait l'autorité du Conseil royal. Catholiques et réformateurs s'accusèrent mutuellement d'empoisonnement. Les rumeurs se propageaient comme la moisissure sur un cadavre. L'une d'elles concernait même le confesseur. Il aurait donné à Sigismond une coupe contenant une infusion de belladone afin d'apaiser la voix de sa conscience. À ce moment-là, on préparait déjà le sarcophage dans les souterrains. La pierre avait été taillée à l'avance, alors que le roi était encore en bonne santé. Mais maintenant, des problèmes se posaient. La peau du corps se décomposait si rapidement que le simple fait de le mettre dans un cercueil aurait entraîné la contamination immédiate de toutes les personnes présentes. Le sommelier proposa donc de recouvrir le corps de résine de bois et de sel afin de ralentir la décomposition. Les serviteurs emportèrent des paniers remplis de chiffons imbibés de sang et de mucus jaune. L'un d'eux tomba et brisa un vase en verre contenant du vinaigre. Il fut pris de vomissements à cause de l'odeur et ne revint pas. Le rapport du maréchal indiquait: les personnes proches des appartements ne respirent plus par la bouche. Elles se déplacent avec des bandages imbibés d'herbe. 2 encensoirs sont placés dans un coin, mais cela n'aide pas. La pourriture ronge l'air. Le dernier jour dura plus de 16 heures. Le roi ne bougeait pas, mais ne mourait pas. Son pouls était faible, presque imperceptible. L'un des moines dit: son âme ne veut pas partir, elle sait ce qui l'attend. Il prononça ces mots à voix haute, ce qui lui valut d'être expulsé. Mais l'idée resta dans les esprits. Vers le soir, la température corporelle commença à chuter brutalement. Une rosée givrée apparut sur le front, de petites gouttes de sueur froide. Puis, la poitrine se souleva, comme pour la dernière fois. Il ne cria pas. Il ne fit aucun bruit. Il ouvrit seulement la bouche, pleine de ténèbres, et montra qu'il ne restait plus rien à l'intérieur, sauf la pourriture. On ne le déclara pas mort tout de suite. On attendit encore 9 heures. Pendant ce temps, les portes des appartements furent définitivement scellées. 2 personnes restèrent à l'intérieur. L'une tenait une bougie, l'autre restait silencieuse. Puis, elles sortirent d'elles-mêmes, fermèrent la porte derrière elles et dirent: « Ce n'est plus un être humain. » Le corps fut transporté, recouvert d'un tissu noir. La tête fut enveloppée dans un manteau afin que l'on ne puisse pas voir ses joues putréfiées. Un liquide coulait sous ses pieds, même à travers le tissu. Ses mains étaient noircies, ses ongles tombés. Il n'y avait personne dans la rue. Seule la pluie tombait sur les pavés. Le roi était mort, mais personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Le vent hurlait, comme s'il essayait de dire quelque chose sur l'avenir qui commençait sans lui. Le lendemain, un épais brouillard s'éleva au-dessus de la ville. Les cloches ne sonnaient pas. Aucune annonce officielle ne fut faite. Le roi était toujours considéré comme vivant, bien qu'il gît depuis déjà 24 heures dans un sarcophage, enveloppé de pois, de sel et de tissus imbibés de vinaigre et de cire d'église. Le chœur continuait à célébrer le service funèbre, bien que le corps n'ait toujours pas été mis en terre. Les funérailles étaient reportées pour des raisons politiques et physiques. Une odeur suffocante s'échappait du sarcophage installé provisoirement dans la chapelle. Les planches du sol commençaient à se déformer. Quelqu'un murmura
Il a rejeté la grâce, et maintenant son âme refuse de quitter son cadavre. L'archevêque exigeait une inhumation immédiate, mais les princes, réunis dans la salle voisine, se disputaient les frontières, les dettes et les droits de succession. À Cracovie, les soldats de Vladislav, vêtus de capes noires et rouges, étaient déjà en place. Leurs bottes laissaient des traces sales sur le marbre des couloirs. Les gardes les évitaient. Certains chevaliers ne cachaient plus leurs épées. Les rumeurs de la mort du roi se répandirent dans la ville. Les boulangers cessèrent de se rendre au marché à l'aube. Les femmes cachaient leurs enfants. Un crieur public anonyme fut battu par la foule pour avoir crié « Le roi est pourri ». Le greffier des archives nota cette nuit-là. Nous sommes ensevelis sous la puanteur et la peur. Même les rats grimpent sur les murs et les chats miaulent sans entrer dans les pièces. L'enterrement eut lieu le 3e jour. À l'aube, le cercueil fut aspergé d'une forte infusion de résine de pin, enduit d'un mélange de romarin, d'encens et de lait bouilli, censé retenir l'esprit de la décomposition. Mais le couvercle fut fermé avec des gants et tout le monde avait le visage bandé. Selon les serviteurs, le corps était déjà presque liquide à l'intérieur. Des plaques de plomb furent placées dans le sarcophage pour empêcher les tissus de gonfler. L'un des fossoyeurs se brûla la main en touchant la peau en décomposition, devenue corrosive comme de l'acide. Il eut des cloques. Il mourut peu après, victime d'un empoisonnement du sang. Le cortège funèbre fut bref. Quelques prêtres, 2 courtisans, des gardes. Le peuple n'était pas admis. Le sarcophage était porté par 6 hommes. L'un d'eux ne tint pas le coup et laissa tomber le cercueil, dont le couvercle s'ouvrit légèrement. Une odeur s'échappa de l'intérieur. Tout le monde resta immobile, silencieux. Personne n'osa s'approcher. Un soldat perdit connaissance. Le roi fut enterré dans un vieux caveau, sous les remparts, à côté de ses ancêtres anonymes. On n'eut pas le temps de préparer une nouvelle sépulture. On scella la tombe à la hâte. Son nom fut gravé plus tard sur une plaque, de travers, avec une erreur dans la date de naissance. Une croix en bois recouverte de peinture noire fut érigée au-dessus de la crypte. Elle pourrit en 2 mois. Après la mort de Sigismond, des troubles éclatèrent. Vladislav s'autoproclama seul héritier, mais le cardinal refusa de le reconnaître sans couronnement. Les réformateurs de Poznań proclamèrent leur indépendance vis-à-vis du pouvoir royal. La famine éclata dans la ville, l'approvisionnement en céréales étant interrompu. Les gens pillaient les greniers et les charrettes. Un marchand fut pendu à la porte de la ville pour avoir refusé de distribuer de la farine. Des émeutes éclatèrent dans les monastères. Les serviteurs écrivirent que les icônes pleuraient des larmes noires. Dans un abbaye, on trouva un novice battu à mort par ses frères. Il aurait murmuré des malédictions dans son sommeil dans une langue morte. Des prophètes apparurent dans la capitale, criant « Le corps a pourri, mais l'âme est toujours parmi nous. » L'un d'eux prédit un incendie. Le lendemain, le clocher prit feu. Il fallut 3 jours pour l'éteindre. Extrait du journal intime d'Agnieszka, une servante. Nous pensions que la mort serait la fin, mais il s'est avéré qu'elle n'a fait que briser le sceau. Tout ce qui était à l'intérieur, la haine, l'envie, le mensonge, s'est échappé. Et maintenant, c'est là, avec nous. Officiellement, le corps du roi fut déclaré sacré, mais le peuple n'y croyait pas. On cessa de mentionner son nom dans les églises. Ses portraits furent retirés des murs. Même à la cour, il devint sans nom.
On parlait de lui comme d'un maudit. Et même des mois plus tard, lorsque le nouveau souverain arriva et que la cour se remplit de nouveaux visages, personne n'osait entrer dans les appartements où il était mort. La porte était barricadée. Quelqu'un avait griffonné dessus. Ne pas ouvrir. Il n'est pas parti.